La pensée sauvage, le livre sous l'égide duquel, 50 ans après sa parution, Manuela Carneiro da Cunha a eu l'heureuse idée de placer ce colloque, est un chef-d'œuvre, on en convient tous, mais un chef-d'œuvre pétri de paradoxes, dont le moindre n'est pas qu'il est à la fois révolutionnaire par son contenu et très classique quant à l'ambition qu'il affiche. S'attarder un moment sur ce paradoxe, c'est se donner les moyens de mieux comprendre l'ambiguïté persistante qui frappe la notion de savoir autochtone. D'un côté, Lévi-Strauss développe dans La pensée sauvage une approche entièrement nouvelle des opérations de la pensée connaissante, lorsqu'elle se donne pour objet non pas la contemplation de sa propre subjectivité, l'historicité de ses catégories ou les critères de véridicité des méthodes qu'elle suit et des résultats qu'elle obtient, principaux thèmes auxquels les philosophes de son temps consacraient leurs travaux, mais les qualités sensibles, encore engluées dans l'étourdissante diversité des supports où l'esprit va les débusquer, afin d'élaborer une science du concret, c'est-à-dire une théorie des propriétés des choses, de leur distribution dans des classes, des rapports qu'elles entretiennent et des effets auxquels elles peuvent se prêter. Science du concret qui diffère à peine de la science abstraite, mais qui en diffère néanmoins par l'espèce de précipitation avec laquelle, tout à la fois, elle généralise la logique du déterminisme en tant qu'expression générale de la vie des phénomènes et particularise les propriétés de ces phénomènes afin de mieux maîtriser ces phénomènes dans des applications pratiques. Ce faisant, Lévi-Strauss montrait que la pensée sauvage n'est pas la pensée des primitifs, mais une caractéristique de toute pensée, lorsqu'elle ne se cantonne pas aux seules données quantifiables dont la science moderne a systématisé le traitement, une pensée qui suit la logique du concret lorsqu'elle saisit les rapports à fleur du sensible comme des rapports entre des signes. Mais la pensée sauvage, le livre, s'inscrit aussi dans le prolongement d'une tradition qui remonte à l'origine de l'anthropologie et qui s'efforce, en montrant le caractère raisonnable des idées et des croyances des peuples non modernes, de domestiquer l'étrangeté ostensible de la pensée sauvage afin, notamment, de lutter contre le brouillard de préjugés et d'ignorance qui entourait cette question et qui conduisait la plupart des Occidentaux à disqualifier des formes de pensée trop différentes des leurs. Dans cette entreprise de légitimation savante des manières de faire et de connaître dont les peuples soumis à la colonisation européenne offraient le témoignage, certains, tels Malinowski ou Leslie White, avaient mis l'accent sur le caractère pratique et opératoire des catégories et des savoirs que ces peuples mobilisaient dans leurs actions sur la nature. D'autres anthropologues, Fraser, Evans Pritchard, que Manuela Carneiro da Cunha a cité tout à l'heure, avaient développé une position plus intellectualiste en faisant des croyances religieuses en apparence si bizarres des sociétés dont ils s'occupaient, des systèmes d'explication de la nature, fallacieux sans doute au regard de la science moderne, mais manifestant une authentique ambition de donner ordre et sens au monde en y détectant des rapports de causalité entre les phénomènes. D'autres enfin, Durkheim, Mauss et de façon plus générale l'école française de sociologie, s'étaient attachés à montrer comment les représentations des peuples sans écriture se construisent en systèmes collectifs de catégories mentales dont la cohérence et la pertinence procèdent du fait qu'elles étaient des traductions symboliques des valeurs, des codes, des normes, au moyen desquelles les membres d'une communauté organisent leur vie sociale. Bref,
Lévi-Strauss ne constitue guère une exception lorsqu'il s'efforce dans la pensée sauvage, comme dans le reste de son œuvre d'ailleurs, de mettre en évidence que les formes de connaissance et les techniques intellectuelles des sociétés sans écriture relèvent des mêmes lois de la pensée que celles qui régissent l'humanité tout entière. Il le fait en insistant sur les moyens très divers que les humains se sont donnés pour faire de la nature un objet de pensée, et en cela il suit la voie tracée par ses prédécesseurs, mais aussi la nature comme un moyen de la pensée, et c'est en cela qu'il se distingue de ses prédécesseurs. Que l'anthropologie ait voulu dès l'origine apprivoiser la bizarrerie des actes et des énoncés au moyen desquels les non-modernes connaissent la nature et tentent de s'en assurer la maîtrise, n'a rien de surprenant. Outre que cette attitude répond à une orientation morale et politique générale de ces praticiens qui, même chez les évolutionnistes, ont maintenu avec constance le principe de l'unité du genre humain et qui ne pouvaient donc accepter que l'on imputât à certains de ses membres des aptitudes cognitives inférieures à celles des autres, elle correspond, cette démarche, aussi à la mission même de l'anthropologie telle qu'elle s'est définie au moment de sa naissance. Car cette naissance, elle est contemporaine de la seconde expansion coloniale, qui a engendré une accumulation d'informations et de plus en plus riches et circonstanciées sur la manière dont bien des peuples, dont on ne savait jusqu'alors à peu près rien, se représentaient les plantes et les animaux, attribuant à telle espèce un statut d'ancêtre, traitant tel autre comme un proche parent, comme un double de la personne, attitudes étranges sur lesquelles les historiens des religions et les folkloristes s'étaient déjà penchés, mais dont la vigoureuse persistance chez des contemporains éloignés dans l'espace ne pouvait manquer de soulever des questions quant à l'unité des facultés de l'homme et au rythme de développement en apparence inégaux auquel il était soumis. L'anthropologie, comme science spécialisée, naquit d'un besoin de résoudre ce scandale logique. Ce scandale logique en fournissant des explications, des justifications de formes de pensée exotiques qui ne paraissaient pas établir des démarcations tranchées entre les humains et les non-humains, et cela à une époque où la compartimentation des sciences de la nature et des sciences de la culture s'était définitivement consolidée, rendant ainsi inévitable que les caractéristiques de la réalité physique telles que les sciences de la nature les appréhendent servent elles-mêmes à définir l'objet des systèmes d'interprétation du monde que les sciences de la culture s'efforçaient d'élucider. Avec ce mouvement de passe-passe, le piège épistémologique s'était refermé. L'architecture cosmologique et les distributions ontologiques propres à l'Occident moderne devenaient le gabarit au moyen duquel tous les systèmes d'objectivation de la réalité devaient être calibrés. Tout le monde vivait dans une seule et même nature, elle-même soumise à une multiplicité d'approches différentes, dont les TEK, Traditional Ecological Knowledge, ou les LEK, Local Ecological Knowledge, se voyaient dotés d'un plus fort degré de vraisemblance, du fait de leur proximité supposée aux normes de constitution de l'objet en vigueur dans les sciences de la nature. Toutes les cultures devenaient désormais des analogues de la nôtre, et les parents pauvres des tropiques, un moment tenus éloignés du banquet de la rationalité, pouvaient désormais y prendre place, en bout de table, comme il se doit, et sous le chaperonnage sourcilleux des ethnosciences. Oh, sans doute, nous n'appréhendons pas les autres cultures comme des analogues complets de la nôtre. Ça serait bien peu vraisemblable. Nous les voyons à travers le prisme d'une partie seulement de notre cosmologie, comme autant d'expressions singulières de la culture en tant qu'elle fait contraste avec une nature unique et universelle. Il en résulte évidemment une pluralisation de ce que nous appelons, nous, la culture,
donc des cultures très diverses, mais qui répondent toutes au canon général de ce que nous entendons par cette double abstraction de la nature et de la culture. Et parce qu'il est profondément enraciné dans nos habitudes, cet ethnocentrisme est fort difficile à extirper. Comme Roy Wagner, dans The Invention of Culture, le note avec beaucoup de justesse, aux yeux de la plupart des anthropologues, les cultures périphériques de l'Occident moderne, je le cite, n'offrent pas des contrastes ou des contre-exemples à notre culture en tant que système total de conceptualisation. Elles suggèrent plutôt des comparaisons quant à d'autres manières de traiter notre propre réalité. Donc faire de la dualité moderne de la nature et de la culture l'étalon de tous les systèmes du monde nous contraint ainsi à une sorte d'anthropophagie condescendante. Nous ne cessons d'absorber les autres en les rendant en tout point semblables à nous. Ils auraient les mêmes conduites de choix rationnelles, ils découperaient le monde d'une façon analogue à la nôtre, au sein de leur technique et de leur savoir-faire. On pourrait aisément faire la part entre ce qui relève de l'expérimentation et des connaissances positives d'un côté et ce qui relève de l'idéologie de l'autre. Contrairement au procès qu'on lui fait souvent, en son sein même la plupart du temps, l'anthropologie ne goûte pas du tout l'exotique. Elle le craint plutôt, comme une menace, qu'on ne prenne pas au sérieux les peuples dont elle s'occupe parce qu'ils se distingueraient tant de nous qu'ils pourraient en être stigmatisés. D'où l'accusation récurrente d'altérisation, othering en anglais, le péché capital, dont on accuse les ethnologues coupables de rendre les gens plus différents de nous qu'ils ne le seraient en réalité. Rassurez-vous, nous dit-on, les cannibales Tupinamba, les Hawaïens qui tuèrent le capitaine Cook, les rêveurs du désert australien, les vieux sages de la falaise de Bandiagara, tous ces gens-là, ils sont semblables à nous, avec leurs calculs de boutiquier, leur jeu de pouvoir, leur stratégie de maximisation. Aussi, longtemps réputés radicalement autres et employés en conséquence comme antithèse de la civilisation ou comme parangon de vertus antiques, les sauvages sont désormais tenus pour des voisins parfaitement ordinaires, non plus ces philosophes nus que célébrait Montaigne, mais des démocrates avisés, des écologues visionnaires, des botanistes et des pharmacologues hors pair, des historiens méticuleux, des économistes prévoyants, bref, des précurseurs presque aboutis d'une manière d'appréhender les choses et les hommes que nous, dans l'Occident moderne, nous aurions su dévoiler et codifier mieux que quiconque. Ah, c'est là une façon de leur rendre hommage, assurément, mais c'est aussi le meilleur moyen, en les rangeant dans notre lot commun, de faire s'évanouir leur contribution particulière à l'intelligibilité de la condition humaine. Si un tel ethnocentrisme ne rend pas illégitime l'étude dans nos propres termes des systèmes de parenté ou des systèmes techniques, il devient un obstacle formidable à la juste compréhension des ontologies et des cosmologies dont les prémices diffèrent des nôtres. En raison de son dualisme constitutif, en effet, l'anthropologie ne pouvait manquer de traiter cette partie de l'objectivation du réel que les non-modernes n'auraient pas su mener à bien comme une sorte de préfiguration malhabile ou un écho plus ou moins vraisemblable de celle que nous avons réussi, un mélange bigarré d'inférences indues, de logiques tronquées, de projections expressives, portant témoignage de l'enfance de la raison et des sources contemporaines de la superstition. En bref, un résidu des connaissances positives, ne prenant forme et sens pour nous qu'au regard de la masse solide de ces connaissances positives dont il s'était détaché. Et c'est ce déchet du savoir sur la nature qui fait les délices de l'anthropologie religieuse. Et cela depuis Fraser. Et rien n'est plus symptomatique du statut dérivé des phénomènes dont elle s'occupe que l'épithète surnaturelle par laquelle on les qualifie encore. Car même si l'on s'en défend, il est difficile
d'échapper à l'illusion que, pour bien des peuples, la surnature, c'est cette partie de la nature qu'ils n'ont pas su expliquer, et que l'intuition d'une causalité surnaturelle anticipe l'idée d'une causalité naturelle par laquelle cette intuition pourra être réformée, corrigée, et qu'en interprétant un arc-en-ciel, une crue ou une maladie comme le résultat d'une force invisible dotée d'intentionnalité, la pensée magique fait le pari d'un déterminisme universel qu'elle sait identifier par ses effets sans en discerner les véritables causes. Or, c'est l'inverse qui paraît plausible, ainsi qu'au fond Durkheim l'avait bien vu dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Je le cite: « Pour qu'on pût dire de certains faits qu'ils sont surnaturels, il fallait avoir déjà le sentiment qu'il existe un ordre naturel des choses. C'est-à-dire que les phénomènes de l'univers sont liés entre eux suivant des rapports nécessaires appelés lois. Une fois ce principe acquis, tout ce qui déroge à ces lois devait nécessairement apparaître comme en dehors de la nature et par suite de la raison. » Ainsi que le souligne Durkheim, cette décantation est tardive dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle résulte du développement des sciences positives entrepris par les modernes. Donc, loin d'être l'indice d'un déterminisme inabouti, le surnaturel est plutôt une invention du naturalisme jetant sur sa genèse mythique un regard complaisant. Cette tendance de l'anthropologie à trier connaissance légitime et résidus symboliques avec le tamis naturaliste s'illustre au mieux dans le traitement des savoirs autochtones et notamment dans la manie taxinomique consistant à isoler des champs d'enquête spécialisés que l'on baptise du nom d'une science reconnue, précédée du qualificatif « ethno ». Aux deux ancêtres vénérables qu'étaient l'ethnobotanique et l'ethnozoologie sont venus se rajouter l'ethnomédecine, l'ethnopsychiatrie, l'ethnoécologie, l'ethnopharmacologie, l'ethnoastronomie, l'ethnoentomologie, etc., etc. Cette procédure permet de réifier certains pans des savoirs autochtones en les rendant compatibles avec la division moderne des sciences, puisque les frontières du domaine sont établies a priori en fonction des classes d'entités et de phénomènes que ces sciences ont peu à peu découpés comme leurs objets propres dans la trame du monde, et cela parfois très tardivement. Chacune de ces ethnosciences ayant maintenant conquis son autonomie institutionnelle, avec ses revues, ses congrès, ses chaires, ses controverses et surtout ses cohortes de chercheurs attachés à défendre, c'est bien naturel, leur précaré, il devient de plus en plus difficile d'échapper à l'illusion que l'objectivation du réel s'est organisée sous toutes les latitudes selon une même pente naturelle dont l'écoulement serait seulement contrarié, ça et là, dans les contrées lointaines où se rendent les ethnologues, par de gros blocs de pensée magique, émouvant témoignage d'une prise de conscience encore imparfaite des régularités du monde physique et de l'ambition d'exercer sur lui un contrôle mieux assuré. La distribution du travail anthropologique devient dès lors inéluctable. Aux spécialistes des ethnosciences, la mise au jour des classifications et des savoirs populaires, variante approximative des discours savants qui en constituent les prototypes, aux spécialistes de la culture, l'étude du symbolisme, des croyances, des rituels, cette écume précieuse qui donne à chaque peuple son style. Et pourtant, les frontières des objets dont s'occupent les ethnosciences sont tout sauf évidentes. Songeons au sol. Je foule le sol, et sa densité me paraît inégale. Il me paraît inégalement réceptif à mes pas, inégalement accommodant avec mon équilibre. Je m'allonge dessus, et selon sa compacité, sa texture, la végétation qui le couvre, il devient plus ou moins hospitalier à ma nonchalance. Je le creuse
et il m'oppose une résistance plus ou moins ouverte. Il en va avec le sol comme avec les autres composantes de ma sphère de vie, comme le vent qui me rafraîchit ou qui me fait frissonner, comme le soleil qui me brûle ou qui peine à me réchauffer. Le sol est une sorte d'enveloppe extérieure de mon corps et une expansion de mes muscles et de mes sens. Il n'est pas en moi, à l'évidence, mais il n'est pas complètement séparé de moi non plus. Il est le complice de mon corps et ce qui l'ancre dans le monde. Ce compagnonnage n'est pas vraiment réflexif, même lorsque l'argile durcie résiste sous ma bêche, même lorsque la boue profonde du chemin aspire chacun de mes pas, et ceux qui connaissent l'Amazonie savent ce à quoi je fais référence, le sol n'en devient pas pour autant une réalité externe, divorcée de mes actions. Simplement, il devient un partenaire difficile dont je dois tenir compte. La motte de terre qui s'effrite dans ma main, le raidillon rocailleux sur lequel je trébuche, l'affleurement calcaire visible dans la prairie, tout cela n'acquiert une existence autonome que lorsque, à travers une décision consciente, je les convertis en objets dignes de considération et susceptibles d'être subsumés sous une catégorie générique de phénomènes. En conséquence, un concept de sol émerge de l'interface entre mon corps et son entourage, un concept dont le domaine d'extension fédère un amalgame de faits mal assortis, où sont combinés des impressions et des degrés de résistance, des sortes de savoirs, de savoir-faire, des qualités sensibles, des types de genèse, des faits que l'on peut réarranger de façon à rendre manifestes les propriétés qu'ils partagent. Le sol devient alors singularisé comme une sorte particulière d'existant, doté de qualités spécifiques qui peuvent alors être étudiées en elles-mêmes et pour elles-mêmes. S'occuper du sol comme un objet culturel résulte de ce mouvement d'autonomisation. Ceci implique d'opérer un clivage entre, d'un côté, un objet, la couche supérieure de la croûte terrestre, dont on suppose que les limites et les attributs fondamentaux sont perçus à l'identique par tous les humains, et de l'autre, la myriade des façons dont cet objet a été appréhendé, représenté, interprété, partiellement objectivé par les humains selon leur situation spatiale et temporelle, comme selon leurs conditions sociales et leurs dispositions personnelles. Une telle dissociation entre un objet dit naturel et les multiples interprétations culturelles que l'on peut en donner est un dispositif épistémique très récent, caractéristique du naturalisme moderne. L'une de ses sources en est la révolution rationaliste du XVIIe siècle et la distinction introduite par les philosophes, notamment Locke, entre les qualités premières et les qualités secondes, entre ce qui, dans un objet, est décomposable et mesurable, et ce qui suscite sur nous des impressions sensibles. Grâce à cette distinction subtile entre qualité première et qualité seconde, l'objectif peut être différencié du subjectif, le naturel peut être différencié du culturel, la science de l'art, etc. Bref, toutes les catégories au moyen desquelles les modernes conceptualisent leur rapport au monde deviennent disponibles. En conséquence, nous avons maintenant, d'une part, le sol des pédologues, la couche de matière résultant de l'altération de la roche-mère, qui peut être définie par ses propriétés physiques et chimiques et même biologiques, et d'autre part, le sol du poète, de l'artiste, du jardinier, et surtout de la foule immense des peuples non modernes, un éventail étourdissant de variations, de points de vue, d'interprétations qui, chacun à sa façon, est réputé prendre en compte la masse de faits et de processus dont la pédologie s'est donné pour but d'élucider les mécanismes.
Et c'est pourquoi on peut faire de l'ethnopédologie, comme j'en ai moi-même fait jadis chez les Achuars en Haute-Amazonie. Et donc, on va étudier les sols d'une zone avec l'aide des pédologues et des géomorphologues. On va mesurer leur fertilité, on va évaluer leur fragilité avant de décrire les usages qu'en font les populations locales, comment elles les classent et les distinguent, les savoirs qu'elles ont développés à leur propos, les mythes et les récits dont ils font l'objet. Comme si, par un miracle de la raison universelle, l'objet de la pédologie, rappelons que le mot lui-même date de la toute fin du XIXe siècle, avait été universellement appréhendé comme tel de toute éternité, comme si tous les humains avaient un pressentiment intuitif de l'existence du sol comme une classe de fait autonome, clairement circonscrit au sein du flux perceptif au moyen duquel nous sommes continuellement conscients de notre environnement. Ceci est hautement improbable. Une alternative plus plausible est qu'avant la grande séparation moderne entre la nature et la culture, le sol existait selon les circonstances et pour telle ou telle personne en particulier, parfois comme une sensation sous les pieds nus, parfois comme une potentialité pour un certain type de plantation, parfois comme une masse à creuser pour faire un canal d'irrigation, parfois comme un pigment pour une peinture corporelle, en bref, comme des qualités référées à des personnes et à leurs expériences, non comme une abstraction matérielle référée à une abstraction quantifiable. On le voit, les liens multiples et enchevêtrés que chacun d'entre nous tisse à tout moment avec son environnement n'autorise guère une distinction tranchée entre savoir pratique et représentation symbolique, du moins si l'on accorde quelques crédits au sens que les membres d'une collectivité attachent à leurs actes. J'en prendrai un autre exemple. Les Indiens Achuars que j'évoquais il y a peu sont d'excellents chasseurs, ce qui ne les empêche pas de chanter continuellement à l'intention de l'âme du gibier des suppliques magiques appelées en Achuar Anent et destinées à séduire l'animal et à endormir sa méfiance. Aussi, lorsqu'un chasseur Achuar se trouve à portée de tir d'un animal et qu'il chante à son intention un Anent, bascule-t-il soudain du rationnel dans l'irrationnel, de la connaissance instrumentalisée dans la chimère? Change-t-il complètement de registre après la longue période d'approche où il a su mobiliser pleinement son expertise éthologique, son profond savoir sur l'environnement, son expérience de pisteur, toutes ces qualités qui lui ont permis de relier presque d'instinct une multitude d'indices en un fil conduisant à sa proie. Bref, le champ magique doit-il être tenu pour une représentation illusoire, interpolée sans nécessité dans une chaîne opératoire pétrie de savoir-faire, de connaissances efficaces et d'automatismes confirmés? Nullement, nullement. Car si je considère un animal comme une personne dotée de facultés analogues aux miennes, ainsi que le font les Achuars, comme un être intentionnel, attentif au discours que je peux lui tenir, alors il n'est pas plus anormal de s'adresser avec lui avec une certaine civilité que de se donner les moyens techniques de le tuer. L'une et l'autre attitude participent ensemble du tissu de relations que j'établis avec lui et jouent chacune un rôle dans la configuration de mes comportements à l'égard de cet animal. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'une conception intellectualiste du type de celle qu'Evans Pritchard précisément avait développée et qui expliquerait par exemple la magie de la chasse par la croyance de ceux qui y ont recours en une théorie du monde dans laquelle ce genre d'action serait investi d'une efficacité opératoire? En aucune façon. En aucune façon. Nul Achuar n'ira prétendre que c'est l'Anent à lui seul, la supplique magique, qui va permettre de débusquer une proie
et de l'attirer à coup sûr. Il s'agit seulement de l'un des éléments qui actualise le statut ontologique de tel ou tel animal, en combinaison avec une foule d'autres critères tout aussi pertinents relatifs à ses mœurs, à son habitat, à ce que l'on sait des circonstances qui l'ont rendu accessible à un moment donné, à la biographie du chasseur, à ses rencontres passées avec d'autres membres de l'espèce, etc., etc. Donc l'incantation magique, elle n'est pas opératoire parce qu'elle serait performative, parce qu'elle accomplirait ou rendrait possible aux yeux de celui qui la chante le résultat qu'elle suggère. Elle est opératoire en ce qu'elle contribue à caractériser et donc à rendre effective la relation qui s'établit à un moment donné entre un certain homme et un certain animal. Elle rappelle cette supplique, cette petite chanson magique, les liens existants entre le chasseur et les membres de l'espèce. Elle qualifie ces liens dans le langage de la parenté. Elle souligne la connivence entre les parties en présence. En somme, elle sélectionne dans les attributs de l'un et de l'autre ceux qui donneront à leur face-à-face une plus grande réalité existentielle. Donc cette anent de chasse, on peut dire la même chose de la plupart des opérations magiques que les hatcheurs pratiquent, n'est pas isolable comme une sorte de scorie symbolique, s'ajoutant à un processus technique. L'anent ne vise pas, au premier chef, à obtenir un résultat utile. Il n'est ni un additif, ni un palliatif. Il permet de rendre présent et de mettre en scène un système de rapports existant auparavant à l'état virtuel, de façon à donner un sens à une interaction conjoncturelle entre un homme et un animal, par un rappel sans ambiguïté de leurs positions respectives. Et de fait, en Amazonie comme ici, un organisme n'est pas institué comme une entité significative dans l'environnement par les seuls appareillages matériels et cognitifs qui permettent son identification, sa mise à mort et sa consommation, mais par tout un ensemble de propriétés qui lui sont prêtées et qui exigent en retour des types de conduite et de médiation adéquates à la nature qu'on lui suppose. Et dans l'étude des savoirs autochtones, on gagnerait donc beaucoup à mettre fin à l'espèce d'apartheid conceptuel qui conduit encore trop souvent à séparer l'approche des savoirs conçus comme proto-scientifiques de l'approche des connaissances et des procédures qualifiées de symboliques, de magiques, on choisira le terme à sa guise, afin de mettre plutôt l'accent sur la façon dont les qualités et les relations que les humains sont en mesure de détecter dans des non-humains sont actualisées ou non, selon les circonstances, en tout ou en partie, au moyen de quels dispositifs techniques, figuratifs, discursifs, et pour mener à bien quel type d'action et selon quel régime de coactivité. Mais c'est une vaste entreprise et je pense que nous n'y sommes pas encore rendus. Merci.